Bonjour. Ce cours 10 traite du système du complément et ça permettra de faire le point sur l'inflammation à la fin de cet exposé. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est que ce système, comment il est constitué, comment il s'active, à quoi il sert et comment il est régulé. Donc le système du complément, maintenant on le connaît bien, mais ça a été assez compliqué puisqu'il s'agit d'une vingtaine de protéines qui sont présentes en permanence dans le plasma et qui s'activent pour donner leurs effets. Au début, historiquement, il a été découvert comme ayant une activité microbicide. Alors, cette activité microbicide a été l'objet de nombreuses expériences pour comprendre comment elle fonctionnait, puisque le sérum d'un patient guéri pouvait tuer des bactéries seulement si ce sérum était frais. En revanche, s'il avait été un peu chauffé, s'il avait attendu, eh bien ça ne fonctionnait plus. Et si on prenait les anticorps de ce sérum et qu'on les mélangeait à un sérum d'un individu normal qui n'avait jamais vu cette bactérie, mais que le sérum était frais, dans ce cas-là, on avait de nouveau l'activité microbienne. Donc il y avait un composant qui n'était pas capable en lui-même de tuer les bactéries, qui était fragile, mais qui s'associait aux anticorps pour tuer ces bactéries. Donc ça, c'est la première découverte du système de complément, et d'où son nom de complémentaire des anticorps. Alors on s'est aperçu ensuite qu'il y avait beaucoup d'autres activités et que c'était un des éléments centraux de l'immunité innée, aussi bien que de l'immunité dépendante d'anticorps, et qu'il contribuait à l'inflammation. On s'est aperçu aussi que cette fragilité n'était pas que artificielle en chauffant ou en laissant traîner le sérum, mais qu'elle était liée à son instabilité naturelle et au fait que les membranes des cellules normales sont peu sensibles à l'action du complément. Alors, juste pour commencer, ce tableau qu'on ne va pas du tout détailler complètement, mais vous montre l'ensemble des éléments qui composent le système du complément. Alors il y a ceux qui ont un nom en C, c'est la base de ce système, mais vous avez d'autres éléments qui appartiennent pas tout à fait au même groupe et qui interviennent ensuite. Alors le fonctionnement le plus intéressant du complément, c'est cette dichotomie entre des formes actives et des formes inactives. Les facteurs du complément sont produits par le foie et ils sont libérés dans le plasma sous forme inactive. Alors, chaque élément du complément a sa concentration standard, mais en tout, quand on les ajoute les uns aux autres, ça finit par faire un gros volume des protéines plasmatiques. Alors, on les trouve dans le sang, mais ils vont aussi dans les tissus. Les principaux éléments du complément sont des enzymes qui ont une activité convertase et ils se clivent les uns les autres. Et sur le schéma, vous voyez là l'élément C4 qui, lorsqu'il sera activé, va se casser en deux. Et par convention, on appelle la partie C4b celle qui peut ensuite continuer ce fonctionnement de convertase, et la partie C4A qui est ce qu'on appelle une anaphylatoxine, petit a pour anaphylatoxine, qui est un petit composé soluble, très fragile. Alors le C4 ne peut s'activer que s'il est au contact d'une membrane et le C4b va se ficher dans la membrane, ce qui va le stabiliser. Donc vous voyez bien l'effet des membranes des cellules ou des microbes comme élément de support à ce fonctionnement. Alors, quand un C4 est activé, eh bien, il va produire du C4b qui va activer d'autres composants en se polymérisant entre éléments petit b. Je vous décris ensuite. Mais ce système va finir par avoir une activité propre et à chaque fois, vous avez une amplification en cascade puisque un composé peut en cliver plusieurs. Alors, c'est, comme j'ai dit, très instable, donc des actions qui sont très fugaces, de moins d'une seconde. Alors, autre élément généraux, quelles sont les voies d'activation ?
on a parlé en premier lieu des anticorps. Et comme c'est ce qu'on a découvert en premier, on l'a appelé la voie classique. Mais on s'est aperçu qu'il y avait d'autres éléments, donc des éléments de l'immunité innée en particulier. On a appelé ça la voie alterne. Et ça s'explique soit parce que le complément en lui-même, certains facteurs du complément, et en particulier le C3, peuvent se fixer spontanément sur des membranes et des parois microbiennes, ou alors parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle la voie des lectines, c'est-à-dire des protéines qui vont jouer l'intermédiaire entre l'activation du complément et des sucres typiquement microbiens ou invertébrés, des sucres qu'on ne va pas trouver chez les vertébrés. Alors, sur cette diapo bilan, on a aussi les 3 effets principaux du système du complément. Eh bien, l'effet cytolytique direct sur les cibles, comme décrit avec les microbes, mais ça peut être d'autres cibles, par exemple des cellules. L'autre effet, c'est l'opsonisation. Ils peuvent, en recouvrant des cibles, être reconnus ensuite par les cellules phagocytaires qui vont avoir des récepteurs pour ces éléments du complément. Donc ça augmente la reconnaissance. C'est des opsonies non spécifiques. Et enfin, l'effet inflammatoire qui va provoquer des activations cellulaires et la mobilité des cellules vers les sites où le complément s'est activé. Décrivons un peu la voie classique. Alors la voie classique commence au numéro 1 du complément, donc c'est un peu facile à retenir. Et c'est parce que le complément, le facteur 1, en fait, est formé de sous-unités qui vont s'agréger et polymériser ensemble sur le domaine FC d'un anticorps à partir du moment où il y a un site de fixation du complément qui s'expose lorsque l'anticorps a fixé l'antigène. Donc le complément s'active au contact de complexes anticorps-antigènes. Mais seulement si l'antigène est à proximité d'une membrane pour stabiliser tout ça, et seulement s'il y a plusieurs FC sur lesquels il peut s'accrocher en même temps. C'est ce qui explique que ça marche très bien avec les IgM, puisque leur forme pentamère met justement à proximité plusieurs FC. Et c'est ce qui s'explique si vous avez des fortes réponses IgG, puisque dans ce cas-là, il y a beaucoup d'antigènes, puisque là, vous aurez plusieurs complexes les uns à côté des autres, et le complément peut s'activer. Alors, une fois qu'il s'est activé, ce C1, en se polymérisant, ce C1 a une activité convertase à la fois sur du C2 et sur du C4. Donc, ça va produire du C2b et du C4b qui vont se polymériser ensemble. Ce C2b, C4b est une C3 convertase, c'est-à-dire qu'il clive le C3. Et du coup, ça produit du C3A et du C3b. On a eu aussi les anaphylatoxines C2A et C4A. Donc, la voie classique, elle intervient dès la réponse anticorps primaire, puisqu'il y a des IgM, et elle peut se poursuivre au cours de la réponse secondaire, puisqu'il y a des IgG. En ce qui concerne la voie alterne, j'ai fait un schéma aussi, mais c'est assez compliqué. Donc ne retenez pas tout, sachez simplement qu'il y a une boucle d'amplification au contact d'éléments déclenchants, par exemple de la paroi microbienne. Eh bien, vous allez avoir des très gros complexes qui vont se former, qui impliquent le C3 et puis d'autres éléments intermédiaires ou régulateurs du complément, par exemple le B. Donc, à chaque fois, on va avoir du clivage avec des anaphylatoxines comme C3A et puis des éléments convertases, par exemple un complexe qui est formé à la fois de C3b et grand BB. Ok ? Donc, tout ça va activer jusqu'à la formation, la libération de C5A et C5b. Donc, ces éléments stabilisateurs sont soit reconnus directement. C'est le cas des endotoxines, du peptidoglycane, du zymosan des champignons, ou alors indirectement, comme je l'ai dit, par la voie lectine avec des protéines qui vont faire l'intermédiaire entre des sucres microbiens et le C3.
Donc ces éléments, maintenant, on commence à bien les connaître, voire même à les doser. Hein, c'est la CRP, ou C-réactive protéine, permet de faire un suivi de la phase aiguë de l'inflammation, puisqu'on va voir comment elle est produite et comment elle active le complément. Donc on a plus il y a de complexes, plus il s'en forme d'autres, hein, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Lorsqu'il n'y a plus dans le sang disponible de C3 et de B, eh bien, ça va s'arrêter forcément. Donc vous voyez, on a abouti à une C5 convertase à la fin, de la même façon que dans la voie classique, on avait une C5 convertase. Et le C3 est impliqué dans les deux voies, voie classique et voie alterne. Donc ces deux voies, classique et alterne, vont toutes les deux se continuer sur une voie commune qui aboutit à la formation d'un complexe d'attaque membranaire. Donc en se clivant les uns les autres et ensuite en aboutissant à la formation d'un énorme polymère jusqu'au C9, eh bien on a une perforine en fait qui se forme. La C9, elle a deux parties hydrophiles et une partie lipophile. Elle forme un espèce de canal qui va se ficher dans la membrane et du coup va provoquer la lyse de la cellule puisque ça fait une dérégulation complète de ces échanges avec l'extérieur. Donc ces complexes d'attaque membranaire, CAM, comme leur nom l'indique, attaquent les membranes, peuvent donc avoir des effets lytiques sur les bactéries Gram-, sur des virus enveloppés, alors ça tue pas mais ça l'inactive, ou sur des cellules. Alors, différents types cellulaires, soit des cellules de l'organisme, soit des cellules étrangères au cours d'une greffe, soit des petits parasites, des protozoaires, donc pas mal d'effets toxiques. Et pour ça, c'était la C5 convertase qui a démarré le processus. Donc on l'a vu, il y a la libération de petits éléments solubles, très fragiles, à toutes ces étapes, C2A, C3A, C4A, C5A, qui sont les anaphylatoxines, qui ont des effets fortement activateurs des polynucléaires, et en particulier des neutrophiles et des éosinophiles. Ils sont à la fois chimiotactiques et promoteurs de leur activité. Donc des effets inflammatoires et à la fois du fait de ces cellules et puis aussi sur d'autres types cellulaires, par exemple sur les endothéliums vasculaires ou sur la musculature lisse. Donc voici un récapitulatif. Vous avez donc des effets directs par le CAM. Vous avez des effets d'opsonisation parce que le C3 peut se fixer sur les bactéries et le RC3 sur le phagocyte va permettre sa reconnaissance. Donc avec ou sans anticorps, vous avez les deux voies d'opsonisation. Vous avez les phénomènes d'activation des cellules et d'inflammation par les anaphylatoxines, avec un effet par exemple aussi de dégranulation. On a vu dans un cours précédent que les dégranulations des basophiles et mastocytes pouvaient être déclenchées par des éléments non spécifiques, comme les anaphylatoxines. Et enfin, comme ils ont participé au complexe antigène-anticorps, eh bien ça peut aussi contribuer à leur élimination par la voirie cellulaire, donc à éliminer l'antigène initial. Donc tout ça, ça va s'expliquer à la fois par leurs effets propres à ces éléments du complément, mais aussi par le fait que des cellules immunocompétentes vont avoir des récepteurs, soit pour le C1, soit pour le C3b, donc qui vont intervenir, et que d'autres types cellulaires hors du système immunitaire, comme les cellules endothéliales des vaisseaux ou les cellules musculaires, ont des récepteurs pour les anaphylatoxines. Donc dans cette vidéo rapide, je ne vais pas détailler la technique de fixation du complément, qui avait été utilisée pendant de nombreuses années comme une technique secondaire pour détecter la présence d'anticorps. Je passe directement aux activités de régulation de l'activité du complément, sachant que lorsque ça ne fonctionne pas, on peut avoir des maladies graves liées au problème du complément, soit par déficit, soit par hyperactivité. Mais ce n'est pas du programme de ce module de première année, deuxième année.
Alors, quels sont ces éléments de régulation? D'abord, la concentration des facteurs du complément. Hein. Chaque élément, je l'ai dit, était produit à des concentrations fixes par le foie, donc quand il n'y en a plus, ça ne fonctionne plus. Il peut y avoir des déficits, soit génétiques, soit liés à des maladies du foie, par exemple, qui peuvent réduire la concentration et donc empêcher l'activité du complément. Lorsque aussi il est utilisé en grande quantité pendant une réponse, eh bien, il peut finir par le taux peut finir par devenir diminué et donc une réponse amoindrie par la suite, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une, une remise à niveau des stocks. Aussi, ces facteurs sont à une vie très brève, très courte, au contact d'une membrane, donc les facteurs activés finalement sont disponibles très peu de temps. Enfin, il y a des systèmes de régulation qui vont agir en empêchant les complexes de se former, en empêchant les polymérisations, en réduisant l'accès des sites enzymatiques. Donc ça va désactiver en fait les facteurs du complément. C'est une activité contradictoire. Il y a plusieurs protéines régulatrices qui interviennent pour réduire l'activité du complément. Et dernier point, les cellules saines produisent des facteurs de protection membranaire qui, là aussi, désorganisent les complexes et empêchent la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc ça, c'est un point qui a vraiment été beaucoup étudié pour essayer de comprendre la différence entre des cellules normales, qui sont protégées, et puis des cellules malades qui vont finir par produire moins de facteurs de protection, donc être plus sensibles à la lyse. Ça explique en partie la plus grande fragilité des hématies et des globules rouges à l'activité du complément. On a beaucoup de ce qu'on appelle des anémies hémolytiques, des destructions de cellules des globules rouges qui peuvent être liées à l'activité du complément contre ces cellules. Alors pourquoi ? En l'absence de noyau, les facteurs de protection ne sont plus produits, donc des cellules qui sont un peu vieillissantes ou vont en avoir moins et donc seront plus sensibles à la lyse. Donc ces facteurs de protection membranaire, on a surtout étudié le rôle dans le cadre des cancers, parce que certaines cellules cancéreuses sont résistantes à la lyse complément dépendante, même si on met des anticorps anti-cancer, alors que d'autres cellules, au contraire, sont fragiles et vont être détruites parce qu'elles expriment moins de facteurs de protection membranaire. Donc bien sûr, il y a des perspectives thérapeutiques. Donc je finis par une petite réflexion sur l'inflammation au cours de la réponse immune et vraiment comment il y a cette interaction entre ces deux systèmes. Donc au cours de la réponse immune, on a vu qu'il y avait pas mal de mécanismes qui sont dits pro-inflammatoires, qui vont augmenter l'inflammation. Déjà, la réponse des TLR aux signaux de danger, par exemple, et puis là, on a vu l'activité du complément, puis on a vu aussi des cytokines pro-inflammatoires qui sont produites en réponse aux signaux de danger. Et la libération de DAMP est un facteur important d'activation de l'inflammation. Alors, dans la réponse immune, il y a aussi des mécanismes anti-inflammatoires. Il y a des facteurs, on a vu les facteurs de protection membranaire, on verra plus tard l'activité régulatrice des lymphocytes, enfin il y a différents systèmes qui vont éviter que ces mécanismes inflammatoires soient importants, voire même au fur et à mesure qu'on guérit d'une maladie, il y a de moins en moins de PAMP et de DAMP, donc l'inflammation va se résorber. Et ça, c'est intéressant pour le clinicien de savoir où en est la réponse naturelle. Est-ce que c'est intéressant de doser différents éléments de l'immunité, comme la CRP, on a vu, comme des pro-inflammatoires, pour faire le suivi. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des médicaments anti-inflammatoires ? Eh bien ça, c'est vraiment un équilibre et une décision du clinicien. Parce qu'il y a de
très nombreuses causes d'agression qui vont provoquer une inflammation. C'est normal, hein, c'est la première réponse. Et qu'il y ait une régulation naturelle ou qu'il y ait l'utilisation de médicaments, le but c'est de maintenir ce qu'on appelle une bonne inflammation qui va être bénigne, qui va être locale, qui va avoir une courte durée, qui aura des effets bénéfiques sur l'immunité, hein, une petite stimulation qui permet aux cellules comme les lymphocytes de se mettre à fonctionner correctement, à résoudre le problème et obtenir une mémoire pour éviter que cette agression se reproduise. Malheureusement, quelquefois, ça ne fonctionne pas si bien et on va avoir ce qu'on appelle une mauvaise inflammation qui est délétère, hein, qui a plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques, qui peut être durable, avec même un cercle vicieux, que plus il y a d'inflammation, plus ça fait des dommages aux cellules, aux tissus, plus ça provoque de l'inflammation, etc. Et donc on aboutit à des complications et à un dysfonctionnement de l'immunité. Voilà. Fin de ce cours.